Always ready, born ready. Vous avez un problème qui nécessite de l'analytique, mais vous avez peu ou pas de données? C'est la question qu'on démystifie cette semaine avec Hélène Sarah Bécotte. Hélène Sarah Bécotte est détentrice d'un doctorat en mathématiques appliquées de Polytechnique. Elle est fondatrice et consultante chez Grid, une firme qui se spécialise en analytique et en sciences de la décision. On discute de comment régler des problèmes d'affaires grâce à l'analytique sans avoir besoin de données historiques. Bonne écoute! Bonjour Hélène Sarah, comment vas-tu? Ça va bien, Charles. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Cette semaine, j'avais envie de répondre à la question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que je peux faire avec l'analytique, l'intelligence artificielle lorsque j'ai peu ou pas de données? Donc, j'ai pensé à toi. Parce que c'est mon core business. C'est ton core business, c'est ta spécialité. Donc, on peut, peut-être tu peux commencer par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaisseraient pas déjà. Tout à fait. Donc, bonjour groupe. Mon nom, c'est Hélène Sarah. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Qui suis-je? Écoute, mon premier grand accomplissement, c'est d'avoir réussi à passer à travers un doctorat en mathématiques appliquées. J'ai un background en gestion avant ça, donc je fais un peu l'inverse du chemin que les gens font d'habitude. Puis pour moi aussi, ça démontre un petit peu que c'est pas juste des maths ni des modèles, c'est vraiment le contexte de gestion est super important pour moi. Puis, donc, en ce moment, j'ai ma petite boîte de consultation à l'extérieur du partenariat que j'ai aussi avec toi, avec Découvertia. Petite plug. Et puis, c'est ça, dans le fond, j'aide les entreprises qui veulent faire des projets d'IA ou qui ont certains projets de type traditionnellement plus analytique, plus intelligence artificielle, à les faire quand même, même si on peut ou pas de données. Voilà. Non, c'est ça. Puis concrètement, comment tu procèdes pour mettre en place ces projets-là une fois que tu as trouvé, par exemple, un bon cas d'usage? Quel genre de projet tu peux faire, puis à quoi ça ressemble, ces projets-là? Bien, en fait, je vais peut-être reverse un petit peu puis expliquer où est-ce que ça s'embarque. Parce que, tu sais, probablement que les gens qui t'écoutent le savent déjà, mais pour faire l'intelligence artificielle, tu sais, tu as besoin de quelque chose qui apprend sur quelque chose d'autre. Donc, généralement, on va avoir une base de données, puis c'est un petit peu notre nourriture qu'on va feeder à notre algorithme pour qu'il soit capable d'apprendre de ça puis d'aller plus loin. Donc, il y a ça. Mais avant ça, en fait, il y avait tout plein de méthodes pour attaquer un problème et prendre une décision sans qu'on ait nécessairement de base de données. Ça ne fait pas si longtemps que ça, en fait, que les ordinateurs sont capables d'analyser toute cette information-là. Donc, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait, la réalité, puis on essayait de trouver des variables à ça. On essayait de décortiquer un petit peu de quelle façon les choses fonctionnaient entre elles. Puis, l'exemple que je préfère, en fait, c'est celui qui m'a un petit peu vendu aux maths. C'est celui de la route de transport. Donc, quand, par exemple, on a un ensemble de clients, puis on veut trouver un chemin, en fait, qui est le plus court entre chaque, donc on veut trouver cette décision-là, c'est quel chemin que j'emprunte, je ne peux pas me fier sur une base de données existante. C'est sûr que je pourrais faire ça maintenant, aujourd'hui, je pourrais faire un super projet d'intelligence artificielle avec ça, mais à la base, pour résoudre ce problème-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va représenter en équation mathématique chaque tronçon de rue. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on est capable d'arriver avec une décision. Donc, c'est vraiment de prendre un screenshot de la réalité puis essayer de trouver toutes ces petites rues-là puis de faire une équation à chaque chose. Évidemment, tu ne vas pas aller mapper les ruelles quand tu fais ton projet de transport. Tu vas probablement te limiter aux grands accès routiers. Mais c'est la même chose avec un projet d'affaires. On prend les grandes variables, j'essaie de les structurer en équation, puis après ça, on avance avec un projet décisionnel, si on veut. C'est quoi le nom de cet algorithme-là? J'ai déjà travaillé avec ça, là, qui Voyageur de calcule. commerce. Le quoi? Voyageur de commerce. Le voyageur de... en fait, il y en a plusieurs. Là. Il y a genre Oui. le postman problem. Ouais. Imagine, c'est un peu la même chose. Euh, non, mais il y a genre il y a un algorithme qui commence par DJ. Gistra. Gistra, c'est ça, qui Ça fait calcule la... plaisir. Ouais. Ouais, le chemin. Là. Puis, tu m'amènes sur un point qui est vraiment intéressant. Je diverge un peu, mais un algorithme en tout cas, qui nous enseigne dans ce monde-là des transports, c'est l'algorithme Glouton. C'est vraiment une méthode heuristique. Donc, c'est vraiment de prendre petit à petit la solution la plus avantageuse
de façon très heuristique. Donc, tu y vas vraiment ou à peu près pour avoir une solution. Puis, c'est sûr que ça donne des solutions qui sont généralement mauvaises, mais souvent, c'est des solutions qui sont quand même meilleures que ce qu'on aurait été capable de trouver par un être humain. Fait que j'adore cette utilisation-là des maths, mais qui ne sont pas nécessairement parfaites, mais on arrive quand même à avoir des meilleures décisions que ce qu'on aurait sans. Voilà. Oui, puis ce parallèle-là, je pense qu'il se fait relativement facile entre le transport, qui est un problème courant, là, que nous-mêmes, il faut que j'aille chez trois de mes amis, c'est quoi le chemin optimal que je devrais faire, mais comment tu arrives à faire ce parallèle-là entre ce problème-là puis des problèmes dans des entreprises aujourd'hui au Québec en 2020? Oui. Bien, c'est vraiment la première étape, je pense que c'est de les comprendre. Donc, si je peux comparer mes petits tronçons de route à des processus ou à des façons de faire, bien, c'est essayer de trouver, de comprendre, en fait, c'est quoi la map de l'entreprise pour le problème qu'on essaye de régler. Fait que ça peut être, mon Dieu, il me manque un exemple rapide en tête, là. Exemple. Je pense que quelqu'un vient de te texter un exemple. Oui, je m'excuse. J'aurais dû tourner ça off, n'est-ce pas? En tout cas, peu importe. Fait que, en fait, n'importe quel processus qui aurait besoin d'être optimisé. Tu fais A, tu fais B, tu fais C. Bon, je vais prendre un exemple récent, OK? Donc, mes offres de services. Pour vrai, j'ai vraiment un problème. J'adore les offres de services, j'adore les contrats dans la vie. Puis, ça prend du temps à faire ça. Et l'autre jour, j'ai vraiment analysé combien de temps ça me prenait, c'est quoi les différentes étapes que je faisais, puis de quelle façon, en fait, je pouvais rapetisser chacune de ces étapes-là. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais vraiment pu me faire un modèle d'aide à la décision pour trouver c'est laquelle la meilleure solution, simplement en quantifiant chacune de mes actions. Puis quantifier chacune de mes actions, souvent, ça va passer par des choses qui sont pas quantitatives. Donc, c'est pas juste le temps que tu penses là-dessus. Il y a le fait que tu réfléchis. Il y a toute la notion de relation avec l'autre qui est une relation, je veux dire, une relation humaine, c'est pas quantitatif, ça. Sauf que quand tu es rendu à optimiser un processus puis à mettre des maths là-dedans, ben il faut que tu trouves des façons de mettre des équations là-dessus. Puis ça peut être un chiffre de satisfaction, ça peut être un... Bon, peu importe. Je pense que si tu analysais une entreprise qui avait 50 vendeurs qui faisaient 4 offres de services par semaine, là, probablement que ce serait hyper rentable de découper tout ce que tu dis puis de regarder comment on peut optimiser ce processus. Exactement. Puis c'est quelque chose qui serait en fait même peut-être difficile par un outil d'AI à faire parce qu'essayer de récolter des données là-dessus, ce serait quand même possible. Là, tu pourrais faire passer un logiciel de log sur les ordinateurs de tout le monde pour analyser ces données-là. Il te manquerait probablement une petite nuance, mais tu sais, ce qui est beau là-dedans, c'est que quand tu fabriques un modèle en fonction de ce que tu as comme matière première, il y a comme différents niveaux de données que tu peux aller chercher ou que tu peux ne pas aller chercher. Puis ça va vraiment dépendre de c'est quoi le résultat que je veux avoir à la fin, puis jusqu'à quel point je suis prêt à travailler pour le faire. Tu sais, c'est vraiment le ratio coût-effort, puis résultat espéré. T'sais. Non, c'est ça. Fait que, ce que tu dis, je pense que je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens que ce serait tellement compliqué d'aller chercher la donnée pour comprendre qu'est-ce que les vendeurs font, à quel moment pour créer leur offre de service. Soit qu'il faudrait qu'ils utilisent un logiciel à côté pour rentrer ces données-là. Donc, en fait, le retour sur investissement est probablement meilleur dans ce cas-là, assure ce que tu fais toi que ce qu'on pourrait faire avec du machine learning, avec une étape de récolte de données puis d'analyse. Exact. Oui, exact. Non, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est être plus efficace, c'est prendre une meilleure décision, puis c'est avoir le plus d'argent. Et qu'après ça, c'est quoi la méthode qui nous permet d'arriver là le plus loin? Bien, souvent, c'est pas d'avoir une méthode qui est parfaite, c'est d'avoir une méthode point. T'sais, comme on dit, c'est comme quand tu prends une décision, ne pas prendre une décision, c'en est une, mais c'est un petit peu le même. Oui, c'est un peu aussi la logique. Je pense que les deux, on aime beaucoup du 80-20. Comment on peut atteindre 80% des résultats avec 20% des efforts. Dans bien des cas, effectivement, ce que tu apportes sur la table pour tes clients, c'est exactement dans cette logique-là. On n'a pas besoin de créer une base de données analytique, on n'a pas besoin d'aller chercher toute cette donnée historique-là qu'on n'a peut-être pas pour être capable d'atteindre des résultats puis améliorer nos processus à l'interne. Sinon, comment tu vois ton processus dans une logique de, disons, moi je le vois un peu aussi dans une logique de première étape. L'exemple qu'on parle, tu mets en place, par exemple,
un modèle qui optimise la création d'offres de services. Mais à partir de là, tu peux aussi commencer à récolter de la donnée parce que vu que tu l'as modélisé, peut-être tu peux nous en parler un petit peu plus de... Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est quelque chose que je fais souvent. Parce que tu le sais toi-même, récolter des données, ça prend du temps. Hein? Donc, déjà, juste mettre en place le pipeline pour récolter les données, c'est une chose. Mais après ça prend tout le temps de les accumuler. Donc, en fonction de la quantité de fois qu'on peut récolter ces données-là, bien, ça peut prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an récolter ces données-là. Pour une entreprise, attendre toute cette durée de temps-là, bien, souvent, c'est pas... c'est long un peu. On aimerait ça avoir une solution en place en attendant pour être capable d'aller plus loin. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le modèle qui est généralement, en fait, pas généralement, c'est toujours sous la forme d'un algorithme quelconque sur lequel on peut soit prendre une décision qui va recommander des choses. Des fois, j'ai même fait des algorithmes qui faisaient de la prévision basée sans données en arrière. Puis, une fois que ça s'est mis en place, on est capable de faire le parallèle avec la base de données que le client a et suggérer des champs supplémentaires à rentrer, des champs qui vont communiquer avec l'algorithme de recommandation ou l'algorithme de base que moi, je vais avoir créé. Puis, après ça, même au fur et à mesure que les données vont être récoltées, c'est même possible de rajouter de la rétroaction à l'intérieur du modèle décisionnel de base. Fait que dans le fond, ça fait tout un espèce de petit écosystème qui va permettre à l'entreprise d'être plus fonctionnelle dès le départ en ayant son outil qui est basé sur plus de l'information que des données que je vais avoir créées. Puis après ça, à côté, d'avoir tout le pipeline, data science classique qui va venir l'alimenter, puis à la fin, être capable d'avoir un modèle qui est de plus en plus performant. T'sais. Non, mais c'est ça. Je pense que tu as totalement raison sur ce point-là. Puis même que ça fait une bonne première étape, un bon premier projet pour des entreprises pour être capable de commencer à jouer avec ça sans que ça soit une trop grosse marche à aller à gravir au premier projet. Puis ils commencent à utiliser ce genre de modèle-là, rentrer ça dans leur processus, là, d'avoir ce genre d'outils-là. Ouais. Et après ça, quand tu fais un premier modèle machine learning, c'est aussi un excellent benchmark de dire, ben, je sais que Hélène Sarah a atteint telle accuracy ou telle précision. Excuse. Et donc, le modèle de machine learning, pour être utile, il faut qu'il soit supérieur à ça. Donc, c'est une excellente première étape pour... parce que moi-même, j'ai souvent travaillé sur passer de modèles modèle expert, modèle rule-based à des modèles de machine learning. Puis c'est vraiment pratique d'avoir déjà cette étape-là parce que, premièrement, pour créer tes variables, pour faire le feature engineering, il y a déjà une intelligence dans ce modèle-là que tu peux reprendre, qu'on peut vous voler. Une structure, oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a déjà un travail qui a été fait pour réfléchir aux variables. Donc, c'est un travail de moins à faire. Puis aussi, comme je disais, ben, le plus important, d'avoir un benchmark pour te dire, OK, ben ou, tu sais, mettons, faire un mix des deux modèles ou j'en sais rien, ça peut être... Oui, exact. Tout à fait. Non, puis c'est ça. Puis j'aime le fait que tu le vois comme première marche parce que c'est ça, tu sais, on se mentira pas. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est extrêmement puissant. Puis, tu sais, si une entreprise a les moyens d'aller tout de suite vers un modèle d'apprentissage, je veux dire, super pour cette entreprise-là. Tu sais, à aucun moment, je vais prétendre avoir une meilleure solution. C'est pas du tout le cas. Tu sais, c'est plutôt d'offrir justement cette première marche-là aux entreprises pour qui le gros modèle AI serait juste trop loin à atteindre, tu sais. Puis, il y a aussi quelque chose d'autre que tu as mentionné qui est souvent oublié, je trouve, dans les projets qui sont techno, puis c'est l'aspect humain. Tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde qui perçoit l'intelligence artificielle comme étant positif. Donc, il y a quand même une bonne réticence au changement, peut-être, dans certaines organisations par rapport à ça. Puis d'arriver avec quelque chose, un modèle qui est pas intelligent. Je veux dire, il y a quand même de l'intelligence en arrière. Je veux dire, il est quand même pensé avec une certaine structure, mais qui ne se taque pas d'être un apprentissage machine ou quoi que ce soit. Un modèle qui est peut-être plus simple, qui est comprenable par l'utilisateur parce qu'on peut clairement, facilement le décrire. Puis après ça, au fur et à mesure, ajouter quelque chose qui va être, bon, tu sais, plus d'apprentissage, plus AI, mais ça fait en sorte que
encore une fois, pour certaines personnes qui seraient plus réticentes à ces changements technologiques-là, bien, c'est plus facile à digérer parce qu'on apprend progressivement à quoi ça sert, c'est quoi en réalité, puis de quelle façon on peut l'utiliser, tu sais. Non, totalement. Puis pour rebondir là-dessus légèrement, là, l'idée de comprendre, pour moi, il est hyper important. Une fois que je veux toujours que mes clients comprennent ce qu'il y a derrière, parce que c'est là qu'ils peuvent avoir confiance dans l'outil aussi, puis pas avoir peur que soit qu'ils prennent une décision complètement par rapport, ou dans l'incompréhension, l'humain, on n'est pas très à l'aise, là, puis c'est là qu'il part des problèmes, puis qu'on peut soit pas faire confiance à l'outil ou des trucs comme ça. Donc, effectivement, là, c'est une étape super bonne pour être capable de l'expliquer. Puis après ça, les étapes subséquentes, au final, c'est plus une automatisation de ce que tu as fait aussi, tu sais, de genre trouver des poids à chacune des étapes de l'algorithme automatiquement sur les variables. Oui, exact. Donc, Ouais. bref, ça rend les choses plus digestes. Exactement. Puis c'est super important en ce moment de rendre ça digeste parce que c'est compliqué. Puis c'est une nouvelle même façon de penser. Donc, c'est pas juste un outil de plus. Dans bien des cas, c'est un changement de mentalité vers le data-driven, puis la décision basée sur plus uniquement des intuitions, mais sur des faits qui sont dans la donnée. Donc, rendre les choses un peu plus faciles, ben c'est hyper... c'est une bonne idée, Anne-Sara. Bravo d'avoir fait un... Écoute, j'ai rien inventé. Mine de rien, c'est des techniques qui existaient depuis longtemps. C'est juste qu'on les a un petit peu oubliées, tu sais. Des fois, quand je dis sans données, les gens s'imaginent que je sors des chiffres de mon chapeau puis que ça finit là. Mais tu sais, il y a différentes raisons pour lesquelles on n'a pas de données, tu sais. Si on regarde les facteurs extérieurs, qui sont souvent très importants à prendre en compte dans les modèles, là, souvent, tu sais, c'est pas rare, on va aller chercher des données qui sont publiques pour alimenter les modèles. Le problème avec les données publiques, qui est de moins en moins un problème, là, parce que les données sont de plus en plus ouvertes, mais souvent, en fait, il y a quelques années, les données étaient déjà pré-mâchées. Donc, si je regarde Statistique Canada, par exemple, pour avoir accès à leurs données, jusqu'à très récemment, il fallait faire une demande qui était ultra super longue, puis c'était compliqué, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme matériel? Bien, on avait des moyennes, on avait des distributions, on avait plein de petits concepts mathématiques comme ça. Puis ces concepts-là, tu sais, si je t'envoie le terme simulation de Monte-Carlo, bien, c'est la matière première, en fait, pour ces simulations-là. Donc, on essaie de faire de la prévision, mais on ne part jamais d'une base de données. On part tout le temps de données qui sont déjà pré-mâchées. Puis, par la magique loi des statistiques, quand tu te bases sur ces moyennes-là puis ces distributions-là, tu essaies de les répliquer dans un modèle, tu arrives tout le temps à des solutions qui sont jamais si loin que ça de la réalité. C'est pas vrai que je me base sur rien. C'est juste que je me base pas nécessairement sur des bases de données. Puis généralement, parce que ces données-là sont pas disponibles, je vais utiliser des généralisations, en fait, de phénomènes. Oui, parce qu'au final, un algorithme de base de machine learning qui est une régression logistique ou une régression linéaire va... En fait, n'importe quel modèle, au final, va faire... C'est un modèle qui sort un effet moyen, sauf qu'il y a un effet moyen sur de quoi ultra précis si tu as un gros gradient boosting ou un gros neural net, puis une régression linéaire, là, c'est sur quelques variables, puis après ça, au final, ça revient au même. C'est toujours une approximation de la réalité par un effet moyen. Donc, on s'entend que ce que tu fais, c'est toi trouver l'effet moyen. Comme un peu, en fait, un statisticien qui jouait avec ces régressions linéaires, même un peu avant la partie machine learning, où on va un peu plus laisser les algorithmes choisir les variables, puis qu'on va garder dans le modèle ou segmenter des trucs. Les statisticiens, elle a aussi joué, ils faisaient 2-3 régressions pour chacun des segments, des trucs comme ça. Donc, cette technologie-là pour le statisticien est de moins en moins utile parce qu'on a les outils, mais toi, c'est concret dans le sens que ça arrive aujourd'hui, plein de monde n'ont pas de données historiques. Exact. Après ça, est-ce que, question qu'en fait j'ai moi-même pour toi, est-ce qu'il te faut toujours de la donnée, disons, input dans le modèle ou est-ce que c'est juste la donnée historique que tu n'as pas besoin et que tu as quand même besoin de la donnée entrante dans le modèle? Bien, c'est ça. Je vais dire ça autrement. On a toujours besoin d'informations dans le modèle. Cette information-là va prendre différentes formes. Tu
sais, ça peut être, peut-être que ça ne sera pas une moyenne, peut-être que ça ne sera pas basé sur l'historique, mais ça peut être basé sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Puis, on peut quand même accumuler à travers ça de la donnée. Fait que, par exemple, si je veux avoir je sais pas moi, un système de recommandation sur ce que je vais préférer acheter éventuellement, bien, c'est sûr qu'au moment zéro, je n'aurai pas rien. Mais supposons que, je ne sais pas moi, le processus de vente à un client peut être vraiment long, bien, ça va s'ajouter au fur et à mesure de l'historique de ce client-là. Fait qu'on ne parle pas nécessairement d'une base de données sur laquelle le modèle va être basé dès le départ, mais plutôt, il va être réalimenté par ses propres données au fur et à mesure qu'il va être utilisé. Tu sais, ça peut être ça aussi. Ouais, ben c'est ça, je pense que c'est un peu un truc hybride, entre guillemets. Ouais. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de données, les gens n'ont pas de données historiques, mais tu sais, même pour utiliser ton modèle, il faut à un certain point qu'il y ait un stack logiciel. Là, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, à moins que vous êtes capable de fonctionner en lisant un algorithme papier, il n'y a pas le choix d'avoir quelque chose qui existe en arrière, là. Je veux dire ça. un boulier chinois. Exact. Non, c'est ça. Ça, c'est certain, là. Oui, exactement. Je pense que c'est une belle solution pour plusieurs PME. Tu disais aussi que tu avais lancé un programme Découverte IA. Oui, Tu peux nous en avec un parler? certain Charles de Montigny. Ah oui, peut-être tu peux nous en parler Oui, davantage. le Ça me connais-tu? Le semble être connais-tu? des bonnes personnes. Oui. Non, mais ce qui est le fun, en fait, de ça, c'est que justement, tout ce qui est parti plus machine learning, tu sais, je connais les grands concepts, là, j'ai déjà bidouillé là-dessus aussi, mais je le sais très bien que c'est pas mon core business à moi. Puis quand on a commencé à parler, puis à voir, en fait, qu'on avait un petit peu la même approche des problèmes, le même type de client cible, etc., puis que l'un et l'autre, en fait, on avait un espèce de vide où l'offre de l'autre s'insérait bien. Moi, comme je dis, moi, tout ce qui est machine learning, ben, je n'irais pas vendre mes services à un client pour un programme de machine learning. Pas du tout. Donc, le fait qu'on travaille ensemble, ben, ça permet de, tu sais, on prend un client dès le départ, on évalue son besoin d'affaires, on est capable de trouver différentes solutions potentielles au problème d'affaires qui a été identifié. Puis après ça, ben, on est capable, avec l'ensemble de nos connaissances et de nos compétences, de bien identifier c'est quoi la meilleure solution pour lui. Ce qui est le fun, en fait, dans ce qu'on fait, c'est que ni l'un ni l'autre va essayer de tirer la couverte de son bord. On a vraiment le bien-être du client à cœur. Donc, le client a un besoin d'affaires, il y a un ensemble de solutions qui peuvent répondre à ce besoin d'affaires-là. Puis après ça, qu'il y ait du machine learning dedans, que ce soit un modèle plus comme moi je fais ou que même ce soit un modèle qui est hybride entre les deux, bien, on est capable d'offrir cette solution-là au client. Puis ça devient super intéressant parce qu'au lieu de, tu sais, souvent ce qui arrive, c'est que le client va aller voir une entreprise en intelligence artificielle pure, puis finalement, il se fait retourner de bord parce qu'il n'y a pas de données. Bien, avec nous, c'est sûr que ça n'arrivera pas parce qu'on a des solutions pour pallier en fait à ce problème-là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Non, totalement. C'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes parce que, tu sais, au final, des gens avec moins de données ou peu de données ou pas de données, tu sais, on s'entend, là, tu essaies toujours un peu des servir quand même, leur trouver quelque chose, mais ça n'a pas été parfait. Et là, grâce à ce genre de partenariat-là, on est pas mal 100% certain d'être capable de les servir de la meilleure façon possible sans perdre, pas perdre aucune vente, là, mais dans le sens que on les sert avec chacun de notre côté, puis on leur offre le meilleur de deux mondes, comme tu dis. Oui, c'est ça. Puis ça permet aux clients d'être assurés d'avoir un projet viable qui dessert ce qu'il y a de besoin, tu sais. Et après ça, la forme que ce projet-là prend, tu sais, c'est secondaire. Là. Dans la vie, dans les affaires, ce que tu veux, c'est régler ton problème puis être capable de faire plus de profit à la fin, là, tu sais. Fait que ça nous permet de faire ça. Non, exactement. Puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de choses. Bien, c'est sûr que ça dépend ça dépend de plein d'opportunités. Là. On ne se mentira pas. La situation actuelle fait en sorte que il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Là. J'adore donner des conférences, j'adore enseigner en présentiel. Bien, c'est des choses que, en théorie, j'avais dans mon pipeline de choses à faire et que c'est plus difficile à faire en ce moment. Fait qu'on essaie de se réajuster un peu par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a plein de nouveaux projets qui s'en viennent. Il y a plein de nouvelles vidéos insolites aussi qui s'en viennent parce que j'aime optimiser la vie personnelle en plus de la vie d'affaires. Puis, non, c'est ça. En fait, étant donné que la situation change tout le temps, j'ai un paquet de choses
qui sont dans le futur, puis ça va juste dépendre de c'est quoi les opportunités qui s'enlignent à quel endroit pour décider laquelle va aller en premier. Dans quelle teinte de rouge on se trouve, à quel moment? C'est ça, exactement. Sinon, on peut te rejoindre. C'est quoi le meilleur endroit pour te rejoindre si on a des questions, Internet, commentaires? Google. Les internets. LinkedIn, sincèrement, venez connecter avec moi sur LinkedIn. Mon nom complet, Hélène Sarah Bécotte, PhD, parce qu'on aime bien le mentionner quand même. Brag! Ça fait cool. Non, sinon, sur mon site web professionnel, grisdd.com. Sinon, pour vrai, encore un brag, mais googlez-moi, Hélène Sarah, c'est sûr que vous allez me trouver. Parfait. Ben, merci beaucoup, Hélène Sarah. C'était vraiment un plaisir et à bientôt. On va sûrement faire d'autres vidéos ensemble bientôt. Puis sinon, on fait un webinaire ensemble le 27 octobre pour la Jeune Chambre de commerce appelé Découverte IA. Donc, si vous avez envie de nous entendre davantage sur des sujets plus concrets et apprendre vous-même, en fait, comment vous pouvez aider votre entreprise à découvrir les opportunités en intelligence artificielle, venez à ce webinaire de la Jeune Chambre de commerce. Donc, je vous laisse sur cette petite pub de nous-mêmes. Donc, merci, Hélène Sarah. À bientôt. Merci à toi. Bye. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt!